Merci beaucoup, Maude, pour cette présentation. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde qui promet d'être des plus intéressantes. Notre sujet est porteur. Il me semble bien d'actualité alors que la loi sur le droit d'auteur fait présentement l'objet d'un processus de révision parlementaire. Vous avez peut-être suivi ça, vous êtes peut-être au courant. Art numérique, où en est-on sur le terrain juridique? Si Internet et les nouvelles technologies favorisent la création artistique, sa promotion et sa diffusion, ces outils soulèvent également de nombreuses problématiques juridiques et économiques, autant pour l'artiste que pour les professionnels et les acheteurs d'art. Nos intervenants tâcheront d'apporter une première réponse aux problématiques législatives que rencontrent les différents acteurs, que ce soit les artistes, les galéristes, les acheteurs, de la conception d'une œuvre à sa diffusion à l'international. En me préparant pour cette présentation, pour cette table ronde, je me suis référé notamment à une étude de l'Institut national de la recherche scientifique. Cette étude était intitulée « Le chantier sur l'adaptation des droits d'auteur à l'ère numérique ». Tantôt, je poserai une question pour savoir si, même si le titre de ce chantier est bon, est-ce qu'on doit vraiment parler d'un besoin d'adaptation de la loi sur le droit d'auteur? Je vous lis quelques extraits choisis de cette étude. La situation actuelle au point de jonction du droit, de la culture et du code informatique est inédite tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Les règles ont changé, les modes d'appréhension des produits culturels aussi. On parle de révolution numérique, de bouleversement numérique. Est-ce que ça a vraiment tout chamboulé? Dans l'étude en question, on parle de numérimorphose. C'est un beau grand mot. À savoir que tous les acteurs qui ont dû s'adapter à la nouvelle donne numérique et qu'in fine, ces adaptations forment une cascade. Par exemple, il n'est pas rare de voir deux modes de production ou de consommation se chevaucher. Par exemple, l'un plus ancien et l'un plus nouveau en raison du numérique. On va parler de la série télévisuelle et les web-séries, l'art visuel et l'art numérique, le spectacle vivant qui fait de plus en plus appel au support technologique. Cela pourrait très bien aussi prendre les airs d'une cohabitation, une cohabitation-confrontation peut-être, de la culture, de la gratuité. On parle, le web, on parle souvent du code informatique, une certaine culture de la gratuité, alors que du côté et confrontation avec le droit d'auteur en tant que tel. Cela pourrait également être vu sous l'angle d'une négociation complexe et sans cesse à refaire entre les principes d'accès public. On veut que la culture soit accessible le plus possible. Et celui du soutien aux créateurs. Est-ce qu'il y a vraiment une confrontation entre ces deux forces? La littérature scientifique aussi parle d'un phénomène de réintermédiation et dans lequel chaque partie prenante revoit ses positions de même que ses rapports avec les autres. Les rapports de force, on a des nouveaux rapports de force dus au numérique, se déplacent, la chaîne de valeur s'allonge et on peut dire qu'elle se complexifie. De fait, ce sont les enjeux et conséquences soulevés par cette modernisation du droit d'auteur canadien qui sont surtout à signaler dans le cas précis de l'écosystème culturel québécois. Alors, cette présentation étant faite, j'ai donc mis la table pour notre table ronde. Permettez-moi de vous présenter nos panélistes. Tout de suite, je vous présenterai nos panélistes à tour de rôle. Tout de suite, à ma droite, il s'agit de Christine Redfern. Alors, Christine Redfern est fondatrice, commissaire et directrice artistique d'Éléphant. J'ai l'impression qu'elle pourra nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Éléphant. Madame Redfern s'est toujours donné le mandat de créer diverses opportunités pour faire en sorte que l'art contemporain rejoigne un public élargi. À l'aise aussi bien dans le champ des arts que de celui de la science,
Elle détient un baccalauréat en sciences des communications biomédicales de l'Université de Toronto, département de chirurgie, faculté de médecine et un baccalauréat en arts plastiques de l'Université Concordia à Montréal. À toi, Christine. Bonjour tout le monde. Elephant est ici dans le kiosque A3. Alors, si les personnes veulent venir voir qu'est-ce qu'on fait un peu, ils peuvent venir à le kiosque après. Elephant, c'est une galerie commerciale qui, notre focus, c'est vraiment sur l'art numérique, robotique, vidéo. Alors, c'est vraiment notre coin qu'on fait la promotion de cette sorte d'art de Québec, de ici, à Montréal. Alors, la première chose, dans la galerie, j'ai rencontré pas des problèmes, mais des questions de droits d'auteur. Alors, une de nos artistes avec qui on travaille est Skawanati. Alors, elle fait tout son travail dans Second Life. Les personnes qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est Second Life, tu peux avoir ton avatar, tu peux vivre dans le monde virtuel. Alors, Skawanati a vu ça et elle a vu qu'elle peut faire des films, qu'elle écrit, qu'elle crée des caractères, qu'elle fait des narratives dans cet espace. Et c'était une façon pour faire des machinimas qui sont des films faits dans le monde virtuel, qui ne coûtent pas cher et qu'elle peut dire des histoires autochtones de la passé, de la présente et de la future. Alors, elle a fait une qui s'appelle Time Traveler, qui est sur l'Internet. Tu peux regarder, c'est 9 épisodes. Et on a vendu aux Galeries nationales du Canada. Et après, ils ont demandé à nous, est-ce que vous avez le droit d'utiliser cette plateforme et faire des choses créatives et vendre? Et moi, j'étais comme, oh, je sais pas, j'ai pas pensé à ça, mais Skawanati a pensé à ça. Et Second Life est fait pour, il dit, oui, tu peux utiliser notre plateforme, faire qu'est-ce que vous voulez, et c'est à toi. Alors, c'est vraiment une chose intéressante de droit d'auteur qui donne à la créativité. Le deuxième artiste à qui je veux parler est Adam Basanta. Il est un artiste à Montréal maintenant. Il a été nominé pour le SOBI l'année passée. Mais il a fait une installation à la galerie qui était vraiment un bureau. Et dans le bureau, ça s'appelle Tout qu'on besoin est l'un l'autre. Et c'était 2 scanners qui juste prennent des photos l'un de l'autre. Et après que l'image est prise, l'artiste, la programmation, ça change la lumière, l'intensité, la couleur, la lumière dans la galerie change. Alors, chaque image est un peu différente. Et alors, après que l'image est faite, ça s'était envoyé à un autre ordinateur qui regardait un database des images de vrai art, de Artsy, de MoMA, des choses comme ça. Et s'il y avait comme un match dans l'expo, on a choisi 80%. Alors, s'il y avait un match avec l'image des 2 scanners qu'ils prennent l'un de l'autre à une vraie œuvre de l'art, de l'histoire de l'art, on garde l'image, on met sur Instagram, Twitter, un site web, et chaque 300 cm image était imprimée dans la galerie. Et qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, sur Twitter ou sur l'image, ça dit 80% de Alexandre Castonguay, blabla, le nom de l'œuvre que ça ressemble. Alors, il y avait un artiste à Montréal qui, une des œuvres était un match avec son œuvre. Et il y a une poursuite maintenant contre Adam pour
pour les droits d'auteur. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est la première fois au Canada que ça va aller au cours, probablement dans l'automne. Et c'est pour demander qu'est-ce que sont les droits d'auteur. Alors, l'artiste de Montréal qui vraiment, c'était pas son œuvre, mais c'était la titre dit 80% de blablabla de cette œuvre. Et qu'est-ce que l'artiste dit est que, parce qu'Adam a fait le database qui l'ordinateur regarde pour voir si les images se ressemblent, c'était cette application de prendre l'image de l'Internet et de faire l'analyse. Mais aussi, sur l'autre côté, on peut penser que Google fait des choses comme ça tout le temps sur l'Internet. Alors, on va voir, mais c'est intéressant comme cas. Art numérique, c'est la première fois. Alors, ça, c'est une autre chose que j'ai rencontrée dans la galerie. Et la troisième chose que je veux mentionner est le blockchain. Alors, beaucoup de personnes pensent à l'art numérique. Comment est-ce que le blockchain, c'est une façon sur l'Internet de donner une code à une œuvre que tu peux suivre. Alors, c'est là, attaché à l'œuvre, tu peux peut-être je pense les autres personnes, le pedigree un peu. Alors, si moi, je vends une œuvre numérique et après, toi, tu vends à elle, même si vous êtes n'importe où dans le monde, je peux regarder sur l'Internet et voir où est l'œuvre. Et si toi, tu achètes, tu peux regarder et dire oui, c'est une vraie œuvre, c'est une des toiles qui existent dans le monde. Alors, j'ai vu au Centre canadien d'architecture une présentation, c'était partie de Molière, et il y avait une compagnie à Londres qui vend des œuvres seulement sur l'Internet. Et ça, il utilisait une compagnie qui s'appelle Ascribe. Et tu peux juste enregistrer toutes vos œuvres. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est gratuit, je vais faire ça. Alors, on a passé des heures à faire ça. Et il y a quelques mois que Ascribe a arrêté de fonctionner. Ça n'existe plus. Alors, ça, c'est une bonne idée, mais aussi c'est aussi un problème on pense que ça va être là pour toujours, et même si c'est une compagnie qui était assez connue pendant le monde et utilisée, c'est disparaître. Alors ça c'est trois un peu des choses que moi je veux parler d'eux, mais c'est ça. On aura sûrement des questions tantôt concernant le blockchain en particulier, puis cette façon d'avoir un pedigree et de voir quelle peut être la relation entre ces technologies qui sont très innovatrices, qui sont liées beaucoup à la crypto-monnaie, qui n'a pas une très bonne presse. Et on pourra se demander aussi tantôt jusqu'à quel point ça fait double emploi avec des systèmes d'enregistrement de droits d'auteur publics qui existent déjà, et donc la nécessité. Merci beaucoup, Christine. Donc, à la droite de Christine, M. Castonguay, Alexandre Castonguay, travaille dans le domaine des nouveaux médias. Ses œuvres exploitent à la fois la technologie désuète et les logiciels libres. C'est ce qui est écrit sur ma feuille, les technologies désuètes. J'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Elles mettent en perspective les pratiques et le discours, tant artistique que corporatif, touchant les arts médiatiques et la commercialisation des outils logiciels auxquels ils font appel. Le point de vue critique de l'artiste s'inspire de son rôle en tant que fondateur et membre actif du laboratoire médiatique, oui, à but non lucratif, Art Engine. Est-ce que je le prononce bien? Art Engine. J'aimerais en savoir un petit peu plus parce qu'on parle c'est comme un centre d'artistes autogérés, mais médiatique. J'en dis pas plus. Monsieur Castonguay a exposé dans de nombreux musées nationaux du monde, comme le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée canadien de la photographie
contemporaine à Ottawa, le Medienkunstlabor à Graz en Autriche, l'Arco à Madrid, l'Art Forum de Berlin en Allemagne, le New Media Beijing en Chine, le Pixel à Bergen en Norvège et le Centro de la Imagen à Mexico. Alors, sans plus tarder, à vous, M. Castonguay. Merci pour cette introduction et merci à tous et toutes d'être ici. Je me demandais d'abord, est-ce que vous m'entendez bien correctement? D'ici, il y a beaucoup de bruit qui nous parvient, mais ça vous va? OK. Puis merci pour cette longue introduction, même celle du départ, parce que je me disais, on est ici pour une semaine, pour régler tous les problèmes du monde. Malheureusement, je pense pas qu'on a le temps. Je pense que ma présentation, ça va être une dizaine de minutes. Je crois que cette bio est un peu vieille. Depuis ce temps-là, je suis maintenant à Montréal, puis je suis professeur à l'UQAM, à l'École des arts visuels et médiatiques depuis maintenant une dizaine d'années, bien heureux. Toujours membre actif de ce Centre pour l'exploration, la création des arts numériques, fondé en 96. Alors, j'avais fait une petite présentation. Bon, je ne sais pas si vous avez aussi une vue là-dessus, mais bon, dites-moi là, puis j'expliquerai. Le numérique, on m'a invité, j'imagine, parce que souvent, je suis un peu un porte-parole artistique pour les logiciels libres, les technologies libres et l'accès à l'information. Donc, je vais tenter d'agiter le drapeau du logiciel libre. Et ensuite, on verra ce que ça donne dans la discussion. J'ai aussi réfléchi récemment à d'autres défis qui nous sont posés par le numérique. Et je vais vous proposer de suivre, peut-être à travers 2 études de cas tirées de mon travail, un peu de ego surfing, pour tenter de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à travers notre pratique à ces défis. Quels sont-ils? C'est de 1901, première tentative... L'image représente une transmission radio de code Morse. C'est l'anniversaire de Samuel Morse aujourd'hui. Wouh! 1791. Alors, en gros, je me suis demandé, poser la question, mais comment est-ce qu'on passe de ça? On comprend le dispositif, le code Morse, tic, tic, tic. Il y a on passe au prochain. Momento. Voilà. Comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre? Ça, c'est un musée pop-up. Ça s'appelle Candyland, c'est à New York. C'est pas un musée, c'est juste un musée Instagrammable. Alors, je me suis dit, dans un contexte de foire, ce serait intéressant de penser à l'attention du spectateur, notre relation au dispositif, comment il a évolué, comment il s'est transformé avec le temps. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'opérateur au consommateur? Et qu'est-ce qui arrive entre les deux? Alors, là, j'arrive, j'ai vendu le punch, maintenant, j'ai un petit côté professoral. On avait 10 minutes. OK. Qu'est-ce qu'un dispositif de Giorgio Agamben? Excellent livre. J'ai un petit passage là-dessus. Alors, en gros, le dispositif, ça peut être résumé à notre téléphone. La vieille technologie, la technologie obsolète, c'est mon iPhone 5S. À l'intérieur de ce bouquin, le philosophe Agamben réfléchit à comment ces dispositifs technologiques sont en train de nous échapper. C'est une grosse question, celui de l'appropriation des outils, si on veut créer, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut les recevoir. Donc, je vous laisse le lire, mais en gros, ce qui arrive, c'est que dans notre perception même, notre conception de soi change par rapport au dispositif téléphonique. Notre attention, en gros, est en train d'être transformée. Pourquoi? Mais c'est parce que le réseau de création et de distribution nous échappe. Donc, première solution, les licences qui vont permettre une appropriation de la connaissance du dispositif. Donc, le logiciel libre, c'est quoi? On a un beau logo, le copyleft, et l'autre, le Creative Commons. Qui est au courant? Pour qui est-ce que c'est une grosse révision? 1 sur 50 environ. OK, donc, le copyleft, souvent, on le compare à on l'appelle une gauche d'auteur. Ça s'assoit sur le droit d'auteur, mais ça consiste en quelques libertés. La liberté d'utiliser le logiciel, je suis en train voilà. La liberté de le copier, la liberté de l'étudier, la liberté de modifier le logiciel et de le redistribuer les versions modifiées. Maintenant, vous êtes expert. Quand moi, je travaille comme ça.
Pour ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pu prendre part à la marche pour la Terre aujourd'hui. Donc, on se dit, il y a comme une partie de compostage pour les fans de Latour, de Bruno Latour, mais il y a aussi une partie de travail en communauté pour tous les autres aussi. Donc, lorsque je travaille, il y a un code d'origine, je m'en sers, je le transforme et je le redonne. En gros, souvenez-vous, logiciel libre, c'est une belle manière de travailler. Voici un projet qui a été réalisé avec ce genre de module, de motif de travail. Donc, une appropriation d'un dispositif qu'on a créé à partir de projets qui existaient en ligne. J'ai demandé la permission à Alan Kwok. On se demandait, mais comment est-ce qu'on peut prendre la parole dans l'espace public? Et on a inventé un petit dispositif qui se fiche dans les roues de vélo, qui nous permettent de décrire une forme de s'approprier l'espace de la ville avec des mots, mais en groupe. Et donc, invariablement, lorsqu'on donne les ateliers, on explique le fonctionnement. On a fait un peu le tour du monde avec ce projet-là. Ça, c'était à la place Le Zocalo à Mexico. Et rencontrer comme ça toute une communauté d'artistes, cyclistes, écolos et développeurs. Et cette notion-là de circularité rendue possible, je crois, à cause du logiciel libre, mais on y collabore ensuite. Et alors, nos modifications sont disponibles en ligne à cette adresse sur le répertoire GitHub. Donc, à chaque fois qu'il y a du développement que je fais, je travaille beaucoup en groupe, vous allez voir, ça, c'est tous les collaborateurs, entre autres Thomas Welles-Fredericks, Mariangela Ponte-Nunez, parmi les membres les plus constants de la band punk qu'on a créée. Alors, ça, c'est une autre image de Mexico. Deuxième défi, c'est celle de l'attention. Ce qui arrive avec nos dispositifs, c'est que maintenant, non seulement ils forment notre manière de travailler, mais aussi notre manière de recevoir les œuvres. Je vous parlais de ce musée Instagrammable. C'est un bon exemple de notre manière d'être au monde maintenant. Je crois que ça ne sera pas une grande nouvelle pour vous de savoir que est-ce que vous avez un message maintenant où on a toute l'image de notre téléphone, puis là, on va aller prendre notre outil. Notre attention est divisée et ça, c'est un effet vraiment important de la technologie d'aujourd'hui. C'est la fragmentation de l'expérience, qui fait en sorte que même la perception des œuvres d'art a changé. C'est quand la dernière fois qu'on est allé au musée puis qu'on a regardé une œuvre, 10, 15, 20 minutes, on passe très rapidement, en gros. Et il y a un beau texte de Jonathan Crary qui porte là-dessus. Le tempo accéléré du 24/7, un mot d'ordre contemporain. Ce bouquin, c'est, vous l'avez, Jonathan Crary, 24/7, si ça vous intéresse. J'en ai une version ici, ça c'est mon côté un peu prof. Il détruit la perspective même d'une longue durée qui puisse être collectivement partagée pour anticiper un futur autre que la réalité contemporaine. Le futur est maintenant si proche qu'on peut uniquement se l'imaginer comme une continuation de la lutte pour le profit ou pour la survie dans le plus superficiel des présents. Je vais passer maintenant, faire une petite parenthèse en disant que plus tard, on va parler de comment les œuvres sont partagées et qui bénéficie du partage du contenu en ligne dans le cadre du reste de notre discussion. Deuxième projet, ça va prendre juste 2 minutes, c'est ArtX Data. C'est un projet qui, justement, s'inspire des longues durées, tente de faire des visualisations des changements climatiques, mais de les inscrire à l'intérieur de quasi-objets et de proposer des expériences dans la longue durée. Alors voici, c'était une image, on est bien au courant de cette transformation-là de notre écosystème, l'âge de l'Anthropocène. Alors on voit là, la courbe de l'augmentation, 1850 à gauche et aujourd'hui à droite. On déplace la courbe, on les met à la verticale et ensuite on fait un mapping en porcelaine, puis ça donne à peu près ça. C'est une genre de nature morte que j'ai créée qui montre l'évolution des changements climatiques dans une forme de nature morte. Mais ces quasi-objets-là entrent dans un système de collaboration d'une certaine manière. Ça, c'est la version assiette. Je vous montre comment je fais rapidement. C'est de la porcelaine. Puis à la fin, la finalité, c'est déposer le téléphone, prendre son temps, parler aux gens, interagir et prendre le temps de retrouver le temps de l'expérience. C'est la relation avec cette économie de l'expérience annoncée, le 24/7 et ses pressions. C'est une forme de résistance à l'intérieur même du travail qui se situe, oui, à la croisée entre l'art visuel et le numérique, si on veut. Et voilà.
Ah oui, c'est les collaborateurs. Marina L'Espérance, la chef vegan. Sophie Perry, qui est juste ici, elle est au stand de S, je crois. Moi-même. Et voilà. Merci. Bien, très intéressant, passionnant. À droite de M. Castonguay, Maître Normand Tamaro est docteur en droit et avocat en pratique privée depuis 1982. Nous sommes des collègues de promotion. Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, il a plaidé devant la Cour suprême du Canada, notamment pour Claude Robinson dans l'affaire de Sinard, bien connue. Il a été président du comité temporaire du droit d'auteur du barreau du Québec de 97 à 98, chargé de cours depuis près de 30 ans à l'Université de Montréal, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et articles juridiques, dont la loi sur le droit d'auteur, texte annoté, auquel je me réfère régulièrement, soit dit en passant. Normand Tamaro siège notamment sur les conseils d'administration de la Fondation Armand Vaillancourt et de Dulcinée Langfelder. Voilà, merci. Il est avocat au sein du cabinet Manella Gauthier Tamaro à Montréal. À toi, Normand. Un bref topo sur le droit d'auteur. Les gens dans la société ont plusieurs visions de ce que ça pourrait être, le droit d'auteur. Quand j'ai commencé à en faire, c'était une vision généralement négative. Les artistes disaient « le droit d'auteur au Canada repose sur une vieille loi. C'est obsolescent, ça ne sert à rien ». Les choses ont évolué et dans la compréhension du public, parfois, le droit d'auteur, maintenant, je me dis, il est dans deux extrêmes. Encore des gens qui disent que le droit d'auteur ne sert à rien et surtout, maintenant au Canada, où on dit que le droit d'auteur vient nuire à la création. Donc, j'ai commencé à faire du droit d'auteur à une époque où on disait « la loi n'est pas bonne ». Et maintenant, je continue, presque à la fin de carrière, avec tout le temps dont on a parlé, où on dit que le droit d'auteur vient freiner la création. Je ne suis pas là-dedans. Et si j'étais là-dedans, je ferais un autre type de droit où je serais en train de cultiver des carottes quelque part. Le droit d'auteur, j'ai compris un jour, pas à l'université, c'est-à-dire à l'université quand j'ai fait des recherches personnelles, j'ai compris après le cours de droit que j'avais suivi, bien après, qui m'avait donné l'image d'un droit vraiment compliqué et qui était absent de toute logique. J'étais certain, après avoir quitté la faculté, que jamais je ne toucherais au droit d'auteur et, bizarrement, on ne dit jamais, jamais en français. Je suis revenu plus tard. Pour comprendre que, quand j'y arrive un peu avant les années 90, il y a notamment une décision qui est rendue en 90 par la Cour suprême qui vient nous faire comprendre que le droit d'auteur s'intéresse, protège une œuvre qui est incorporée à une puce électronique, qui en plus bouge. La puce, il y a de l'électricité dedans. Moi, je ne la vois pas, l'œuvre. Personnellement. Il y a des gens spécialisés qui peuvent aller jouer dans l'œuvre puis la comprendre et la voir. Mais personnellement, comme public, je ne la vois pas. C'est quelque chose qui est, à mes yeux, inexistant. Pourtant, c'est une œuvre au sens du droit d'auteur. J'ai compris à ce moment-là que le droit d'auteur au Canada était actuel. On était à l'époque à se demander si le droit d'auteur s'intéressait au logiciel. Et la Cour suprême du Canada vient confirmer une suite de longues décisions, de nombreuses décisions judiciaires, vient confirmer que le droit d'auteur s'intéresse à l'informatique. L'autre élément important, c'est on parle de numérique. Or, quand on fait du droit d'auteur, on fait essentiellement un droit qui s'intéresse à l'intangible. Si je fais du droit d'auteur, je ne m'intéresse pas à l'œuvre fixée sur une toile. Ce qu'on voit ici, pour moi, ce n'est pas du droit d'auteur, c'est du droit civil. Je peux acheter une œuvre limitée, si je suis un acheteur, par certaines règles qui viennent du droit d'auteur. Je ne peux pas la détruire, je ne peux pas la déformer, je ne peux pas la reproduire. Mais moi, quand je me promène ici, je ne vois pas des œuvres du droit d'auteur. L'œuvre, c'est l'immatériel qui est fixé quelque part sur une pierre, du métal, une toile. De sorte que parler de numérique, pour moi, c'est pas nouveau, même si je suis vraiment pas dans mon monde. Quand on parle de numérique, je suis un dinosaure. Et je dois admettre que c'est toujours mes clients, les gens qui s'adressent à moi, qui me font comprendre de quoi on parle. Par exemple, un jour, je parle à Françoise Sullivan. Elle me parle d'art conceptuel. J'avoue mon ignorance. Je suis obligé de la cuisiner, on dirait dans un film policier français, pour comprendre ce dont on parle et ensuite dire
Ah, d'accord. Si je prends les règles à leur base, je sais de quoi maintenant on parle. Autrement dit, l'avocat que je suis n'est pas celui qui vous dit où aller. Vous êtes plutôt ceux qui me dites ce dont vous avez besoin, ce dont vous parlez. Et ensuite, je peux dire à votre service, je peux dire oui, les règles rendent compte ou non de votre besoin. Et généralement, plus souvent qu'autrement, dans ma pratique, j'ai un point de vue qui est très libéral, très pro-création, parce que j'ai compris un jour, en lisant ce que les tribunaux nous avaient dit depuis des centaines d'années, que le droit d'auteur ne freinait jamais la création. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un débat au Canada qui laisse comprendre que le droit d'auteur freine la création. Or, depuis exactement le 18e siècle, au début, le droit d'auteur a été mis en place et on dit que le droit d'auteur ne freine pas la création et je crois que c'est vrai. Personnellement, je n'ai jamais dit à un client-cliente détruis ton œuvre parce que tu copies. Une véritable création, quant à moi, elle n'est jamais freinée en droit d'auteur. Ce qui gêne surtout, c'est l'état d'esprit dans lequel on vit. Et l'état d'esprit dans lequel on vit, pour l'instant, je n'ai pas été critique, je dis que les règles du droit d'auteur, je peux par exemple vous dire que si on parle de numérique, le droit d'auteur s'intéresse au droit de reproduire une œuvre sous quelque forme matérielle que ce soit. Le numérique est une forme matérielle, quelque forme matérielle que ce soit. C'est intangible, mais ça reste en droit d'auteur une forme au sens de ce qu'on protège en droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est aussi le droit de communiquer une œuvre publiquement. J'installe une œuvre sur Internet, je permets aux gens d'y accéder. Je suis en train de faire une communication publique au sens du droit d'auteur. Donc, si je vois une œuvre sur Internet, déjà, moi, je sais qu'il y a un droit d'auteur autour. Il y a deux types de droits même. Le droit de reproduire, parce que pour la mettre sur Internet, j'ai fait une reproduction. Et pour permettre ensuite aux gens d'y accéder, je fais une communication publique. Donc, a priori, je n'ai jamais une gêne. Et le droit d'auteur est ainsi conçu qu'il fait en sorte qu'effectivement, un auteur peut dire « je permets à tous de puiser dans mon œuvre », ou on peut être un peu plus égoïste et dire « je me réserve tous les droits ». Mais encore là, un auteur ne peut pas être égoïste parce que la loi permet beaucoup de choses quant à ce que des individus peuvent faire de l'œuvre. C'est un droit profondément limité dans ce qui est accordé aux auteurs. Puis quand je dis profondément limité, je devrais plutôt dire que comme tout droit de propriété, il a ses limites. Là où moi j'ai un problème, c'est dans les perceptions. On a des perceptions, tous on a des perceptions. J'apprenais récemment dans un dossier qui concerne un type d'œuvre d'art qu'on peut regarder les 2, les 3, les 4, exactement la même chose du même point de vue et voir la chose différente. Avant, je pensais que selon les points de vue, on voyait la même chose. Donc, je regarde la pomme qui est belle et si on est deux à la regarder en même temps, on la trouve toute belle. Et l'autre qui regarde derrière, si elle est pourrie, il va la trouver pourrie. Mais maintenant, j'ai compris, il y a quelques semaines, on ne cesse jamais d'apprendre, que même en regardant du même point de vue, deux individus peuvent voir deux choses différentes. Or, en droit d'auteur, c'est une réalité. Et je rajoute une chose qui est plus complexe. C'est la perception que dans nos instances supérieures, on en a. Il y avait une table ronde hier, je crois, sur une décision de la Cour fédérale où on dit qu'une œuvre d'un peintre français, une œuvre importante dans sa catégorie, dans cette catégorie d'œuvres, la Cour fédérale vient dire que ce n'est pas une œuvre importante au sens de la loi sur l'importation et l'exportation des biens culturels. On a une loi fédérale qui devrait découler d'une convention internationale qui exige qu'avant d'exporter d'un pays une œuvre, il faut passer le test d'une commission qui va évaluer son importance nationale ou non. La Cour fédérale a dit dans sa décision l'année dernière que la loi, elle doit être interprétée de façon très stricte, très limitée, je devrais dire. Et il ne faut pas gêner le commerce. Donc, on a un juge qui interprète la loi, non pas dans le sens de la Convention internationale, dans un sens très canadien qui est de dire on peut laisser sortir l'œuvre facilement. La Commission, en l'occurrence, avait dit cette œuvre-là a un intérêt national, donc on laisse un temps à des institutions pour l'acquérir avant qu'elle soit exportée. Et la Cour fédérale a dit non, ce n'est pas une œuvre d'importance, ce n'est pas un Canadien, le peintre, et ça n'a rien à voir avec les Canadiens. Puis la loi s'intéresse vraiment à ce qui est très canadien. Qu'est-ce qui est très canadien? Moi, je ne sais pas.
Le juge ne le dit pas non plus, mais il s'imagine que ça existe. Tout ça pour dire que le juge aurait pu décider autrement. Le juge aurait pu dire qu'il y a un intérêt national à ce que cette œuvre soit conservée ici, mais non, il a fait un choix contraire. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que, je le mentionnais, face à certaines instances supérieures de notre État, la création se résume à rien. La Cour suprême, je prends le texte parce que je ne veux pas me tromper, souvent je le reprends par cœur, mais pour être sûr que je ne vais pas trop loin, on dit que la loi sur le droit d'auteur recherche un équilibre. D'abord, je dois vous dire que comme juriste, j'ai toujours compris que le droit cherche un équilibre. Je n'ai pas besoin de spécifier le droit d'auteur, le droit cherche un équilibre. Mais en droit d'auteur, on ajoute à la Cour suprême, on cherche un équilibre entre... on nous dit non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ses droits. Le droit d'auteur est pour la Cour suprême un droit limité. D'un point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs. J'arrête là. La Cour suprême dit qu'il est inefficace de trop rétribuer des auteurs. Et voilà, on ne vit plus dans un pays libéral capitaliste. Les auteurs sont amenés quelque part dans une économie socialiste. Hein, il faut contrôler leur rémunération. La Cour suprême dit ça en 2004, c'est réitéré en 2015. Ça veut dire que moi, si je fais du droit d'auteur, j'avais au début, quand j'ai fait les premières éditions de mon ouvrage, une vision où un juge, le juge Rand, ceux qui connaissent le droit du travail, la formule Rand, bien connue dans le domaine syndical, le juge Rand avait dit que le droit de propriété de l'auteur était juste. Pourquoi? Parce que l'auteur crée à partir de zéro quelque chose. Contrairement aux commerçants qui achètent un immeuble et qui le revendent avec profit, l'œuvre n'existait pas, donc il faut reconnaître ce type de droit. Maintenant, on a changé de philosophie. Un droit limité et un auteur ne doit pas être trop rémunéré. Probablement qu'on va demander à Céline Dion, qui est artiste, parce qu'on visait aussi les artistes, d'en remettre à l'État, parce qu'elle en a trop. On n'est plus au Canada. Et ça, c'est peut-être le véritable problème. Donc, moi, mon message, dans le fond, si on parle de numérique, c'est le droit d'auteur, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on m'explique ce qu'on fait. Lorsque le spécialiste qui travaille m'explique son travail, je suis à même de réfléchir à l'outil qui est le droit d'auteur, qui n'est qu'un outil. Ce n'est pas le droit d'auteur qui domine la vie, c'est vous qui dominez la vie, les artistes qui dominez la vie, et il faut essayer de faire en sorte que les règles s'appliquent. Par exemple, la Cour suprême qui dit il y a à peu près 10-15 ans, on peut battre un enfant raisonnablement. Peut-être, pas pour moi. C'est à vous à critiquer la Cour suprême. C'est à vous à la faire bouger pour faire en sorte que nos instances, que le droit, soit non pas en retard, mais soit au moins à l'heure de la société, sinon en l'adevançant. De sorte que le créateur qui est en avant de tout le monde me permet à moi de dire la règle juridique, elle est là pour l'instant, et peut-être qu'on peut la faire avancer. Donc, le problème, je ne le vois pas. La question, en fait, je ne la vois pas comme un problème insoluble. Je la vois avec le créateur qui lui bouscule, lui fait avancer les idées. Puis, effectivement, il ne regarde pas les règles du droit d'auteur, a priori. Il va les regarder s'il reçoit une mise en demeure, puis là, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Puis la mise en demeure, est-ce qu'elle est bien fondée ou non? C'est une autre question. Donc, mon message à moi, c'est l'artiste, il y a une protection. Puis l'artiste, la protection qui lui est donnée depuis le 18e siècle, c'est de lui dire, grâce au droit d'auteur, tu peux vivre. Comme tu peux vivre, tu peux créer. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas créer. Et on sort d'une époque où seuls les princes créaient, seuls les nobles créaient en payant des gens pour créer, des peintres pour peindre. Mais donc, on arrive avec le droit d'auteur avec, si l'auteur peut vendre son œuvre, tant mieux. S'il peut la vendre, il va en faire d'autres. Et parce qu'il en fait d'autres, il permet au public d'approfondir ses connaissances. Je peux arrêter Pourquoi approfondir ses connaissances? Parce que plus il y a d'œuvres qui circulent, plus moi, le public, j'ai accès à une connaissance. Et si j'ai accès à une connaissance, je suis de moins en moins un robot. Si la Cour suprême dit qu'un artiste ne doit pas faire trop d'argent, il limite la connaissance. La Cour suprême limite la connaissance. Moi, je dis qu'il faut favoriser la connaissance. Un jeune artiste qui a 20 ans, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il a un petit loyer, il partage, il a moins besoin d'argent. Mais l'artiste qui vieillit, quand ce n'est pas l'État qui le subventionne, il doit quand même pouvoir vivre. Et s'il vieillit, il y a a priori des enfants qui doivent manger. Et pour faire manger ces enfants-là, bien évidemment, si ton œuvre ne te permet pas de vivre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller travailler ailleurs, dans un autre secteur. Moi, je suis plutôt en faveur de favoriser la création pour me permettre à moi de devenir plus connaissant.
C'est la façon dont je résume la manière dont j'aimerais intervenir en droit d'auteur. Bien, merci beaucoup, Normand. C'est passionnant. Ça nous amène à un autre niveau. Je dirais qu'on a tendance à se demander si on doit réviser la loi sur le droit d'auteur, l'adapter à l'ère numérique. Est-ce que c'est un vrai ou un faux problème, ou si le besoin d'adaptation, il n'est pas plus global que celui-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain déséquilibre qui a été occasionné par des décisions de la Cour suprême qui a penché un petit peu plus du côté des utilisateurs que des auteurs. Mais à ce moment-ci, j'aimerais ça que nous puissions passer à une période de questions. Si vous aviez des questions de votre côté, on serait très heureux d'essayer d'y répondre le mieux possible. Est-ce qu'on prend les questions du panel? Oui. Mais non, on peut faire une bonne pause pédagogique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Parce que j'ai aimé votre intervention, mais donc, quels devraient être les moyens d'action collectifs d'artistes et du public pour réclamer des changements, des aménagements à la loi? Sur le droit d'auteur, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais on sait qu'il y a quand même un principe qui est important pour les artistes au Canada, c'est celui du droit d'exposition. Ça, c'est la loi d'auteur qui enchâsse le droit aux artistes qui exposent dans des centres d'artistes autogérés, par exemple, à recevoir un cachet d'exposition. Ouais. Et pour ma part, une crainte que j'ai, c'est si les œuvres sont maintenant perçues de plus en plus en réseau, c'est pas nécessairement les utilisateurs qui en sont les bénéficiaires, une forme de gratuité, mais c'est vraiment les plateformes, pardon. Et je reviens à cette question de l'économie de l'attention. Pour moi, ce sont les GAFA qui sont en train de bénéficier d'une forme de laxisme. Est-ce qu'il y aura une manière de reformuler la loi sur le droit d'auteur et s'assurer qu'il y a une redistribution des fonds vers les créateurs de contenu? Si je peux me permettre, le malheur au Canada, c'est qu'en négociant, par exemple, le dernier accord de libre-échange, le Canada s'est engagé à ne pas freiner les GAFA. Les GAFA, ce sont les Google et autres immenses compagnies qui contrôlent quasiment la planète. Donc, l'État fédéral, le gouvernement fédéral a signé un principe selon lequel il ne freinerait pas la création. Dans la vraie vie, j'ai eu une question avec la FNC, la Fédération nationale des communications, qui dit au fédéral, on a un gros problème, les médias ne vivent plus, tout passe par les Google et compagnie, eux génèrent de l'argent, les médias n'en font plus. La FNC, c'est des syndiqués qui veulent travailler dans des médias, ça leur prend des médias. Et puis, ils s'aperçoivent que les médias, il y en a de moins en moins. À cause de quoi? Parce que les médias ne génèrent plus d'argent. La réponse du fédéral, ça a été quoi? Après certaines pressions, on va mettre un petit 500 millions. On ne sait pas encore trop comment. Mais ce qui est certain, c'est que la loi sur le droit d'auteur freinerait actuellement un recours que prendraient des titulaires de droit contre les GAFA. Ce qui fait que quand je disais que l'État intervient mal, l'État est à la botte de qui? Peut-être pas de la population. L'État serait le servant de certaines grandes entreprises et peut-être de M. Trump. Où on vient dire, donc, on ne s'attaque pas aux GAFA. Et effectivement, l'argent, il est là, aujourd'hui. Les médias n'en ont plus, les artistes n'en ont plus, les œuvres circulent dans un Internet où, de tout temps, moi, quand j'ai connu Internet, en premier, c'était un lieu de libre circulation. Aujourd'hui, c'est un libre d'appropriation privative. Les entreprises deviennent milliardaires avec Internet. Et les gens ont l'habitude de penser que tout ce qui circule est libre, sauf quand il faut acheter quelque chose. Et c'est tellement vrai que notre dernier gouvernement, l'avant-dernier gouvernement, le Harper, avait adopté dans des modifications à la loi, un étudiant, un élève à l'école peut puiser sur Internet comme il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les gens, dans leur vie de tous les jours, ne savent pas tellement bien comment fonctionne le droit d'auteur. Pour connaître le droit d'auteur, il faut avoir les deux pieds dedans. L'artiste finit par comprendre comment il fonctionne. Mais monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas confronté au droit de reproduire, ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas comment vit un artiste. Et malheureusement, le gouvernement Harper a adopté des modifications à la loi qui font en sorte que les jeunes qui apprennent à l'école
Hein, on apprend à traverser la rue, on apprend à payer 1 litre de lait. Apprennent que le droit d'auteur serait libre. Moi, ça me complique la vie parce que je me dis, le jour où je serai mort, il y a des gens dans la population canadienne qui vont dire les œuvres qui circulent sur le droit d'auteur, c'est libre. Donc, l'artiste qui y crée n'a aucun contrôle pratique. Fait qu'on enlève les GAFA, on dit les GAFA ont tous les droits, et l'artiste, maintenant, il génère où ses revenus, je ne sais pas, pour nous donner des œuvres. Là-dessus, je suis pessimiste, vous voyez. Est-ce à dire, parce que ça a fait la manchette il y a quelques semaines ou quelques mois, la réforme européenne des règles et la nouvelle directive sur les droits d'auteur, la directive européenne voulait mettre sur pied un système qui puisse à la fois être plus protecteur des auteurs, on en a parlé, plus régulatrice des plateformes numériques et plus propice à faciliter l'accès des œuvres par le public. Est-ce que c'est la quadrature du cercle ou est-ce possible? Soyons positifs, puis disons-nous que le gouvernement aime bien, le gouvernement peut-être pas canadien, on aime bien qu'une entreprise domine. Souvenons-nous qu'auparavant, aux États-Unis, quand il y avait un monopole, on n'aimait pas ça. Les États-Unis, c'est le pays anti-monopole par excellence. Sauf maintenant. Maintenant, on le favorise. Les Européens commencent à réagir, mais il faut comprendre une chose, c'est que moi, j'ai étudié, par exemple, j'ai lu sur l'imprimerie et le droit d'auteur. Vu d'aujourd'hui, ça a l'air très rapide tout ça, là. Mais la société a été profondément bousculée. On partait d'une société où l'information était contrôlée par le roi et la reine. Le public savait bien uniquement ce que le roi et la reine voulaient. Et on dit maintenant, vous êtes libre, mais ça a pris une bonne centaine d'années avant de s'installer tout ça. De sorte que si aujourd'hui, avec Internet, on a un peu de problème, moi, ça ne me dérange pas, là. Je comprends que les gens sont bousculés. Selon la compréhension que l'on en a, soit on pense qu'il n'y a rien à faire, soit on pense qu'il y a trop à faire. Et maintenant, je pense que c'est Zuckerberg qui disait récemment, écoutez, si vous voulez qu'on protège la vie privée, faites-les normes. Et bizarrement, on dit, c'est épouvantable que tout ce qui se passe sur Internet, Zuckerberg va avoir, sa compagnie va avoir 5 milliards d'amendes, semble-t-il, bientôt aux États-Unis, mais on le laisse aller, lui. L'État n'intervient pas. Hey, il arrive des petites banalités ici au Québec, l'État fait une loi pour un acte qui est arrivé quelque part. On laisse aller des entreprises multimilliardaires qui contrôlent la connaissance. Et souvenons-nous qu'un livre papier, c'est à peu près incontrôlable. Ça traverse la frontière facilement. Internet, c'est un monde fermé. Aujourd'hui, la police ne se promène plus comme James Bond dans des hélicoptères. Ils sont devant des écrans. Ils sont capables de tout surveiller devant des écrans. Et pourquoi l'État n'intervient pas? L'État devrait intervenir maintenant. Les Européens se disent qu'il faut aller chercher les droits d'auteur. Donc, ils sont obligés de mettre un frein à la soif d'argent de grosses entreprises. Mais ils interviennent avec des Américains qui leur disent « Wow, venez pas toucher à nos Microsoft et compagnie de ce monde. » Après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre, il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était quoi? On vous donne aux Européens de l'argent. En l'occurrence, vous allez cependant laisser nos films entrer librement. Nos westerns et compagnie rentraient librement maintenant en Europe. On combat quoi? On combat le communisme, on combat je ne sais pas trop quoi. Mais les Américains viennent prendre le contrôle de la connaissance, de l'esprit des gens. Et aujourd'hui, les Européens se disent qu'il faut sortir de ces gros monstres, mais les Américains sont là pour les retenir. C'est mon point de vue. Est-ce que vous étiez déjà prêt pour la période de questions? Bonjour. Pardon. Je me demandais c'était quoi le rôle du galeriste, du créateur d'exposition ou du musée dans tout ça et dans le cadre du procès contre Adam Bazenta. Est-ce que, en tant que créateur de l'exposition, vous avez un rôle dans le procès ou juste est-ce que le commissaire a un mot à dire ou peut intervenir vu que c'est le producteur du problème? Je vais parler comme ça, c'est mieux. Dans ce cas, c'est vraiment Adam qui a la poursuite et qui est en question. Ça ne touche pas au moi ou la galerie à ce point-ci, mais sauf
quand on fait des choses en futur, ça nous informe. Mais cette pièce, c'était chez nous, après c'était au Arsenal, et maintenant c'est acheté par le musée d'art contemporain de Montréal. Alors, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Les gens sont timides en fin d'après-midi. On a une question derrière. J'arrive. Oh, attendez, j'arrive. Oh non, on vient de parler d'Internet. Je me sens complice. Vous vous souvenez sûrement des travaux de Chomsky, Noah Chomsky, qui disait que l'information, à son époque, des années 50-60, était contrôlée par 5-6 médias aux États-Unis, puis donc on pouvait faire intégrer dans les cerveaux ce qu'on voulait. Mais je vois le parallèle incroyable qu'il y a avec des quelques-uns, justement, les Facebook, Instagram et compagnie, qui sont nommés en acronyme. Exactement la même chose. C'est que c'est cinq décideurs, au bout du compte, quand voyez-vous pas. Puis j'ai une autre question aussi. Quel est le nom de l'arrêt de la Cour suprême? Est-ce que vous l'avez sur les artistes n'ont pas le droit de gagner trop, vous avez dit un instant? Vous avez l'arrêt de ça? J'ai perdu le dernier en raison du bruit. Le jugement de la Cour suprême, on parle des arrêts, là, Dont j'ai parlé. Oui, c'est oui, la oui. décision Théberge. Et il y a une décision Théberge en 2004. D'accord, je voulais aller le consulter. Et Sodrac en 2015. OK, merci. Et un petit détail, dans l'arrêt Théberge, la Cour suprême vient dire d'un artiste ne doit pas faire trop d'argent. Théberge, à ma connaissance, il n'était pas millionnaire. Théberge, c'est un peintre. Il poursuivait parce que ses œuvres avaient été reproduites par... On avait entoilé ses œuvres. Et donc, il n'était pas content en disant on a fait des entoilages. Et comme Théberge faisait des œuvres très léchées, quelqu'un qui achetait un entoilage avait l'impression d'acheter un vrai. Et les vrais qui avaient vendu, ceux qui avaient acheté des vrais, disaient à Théberge ben, c'est épouvantable, tu vends maintenant pour quelques centaines de dollars, je t'ai payé ça des milliers de dollars. Ben, bref, tout ce que je veux dire, c'est que Théberge arrive à la Cour suprême pauvre, relativement pas riche, et la Cour suprême se dit qu'un artiste ne doit pas faire trop d'argent. Mais pour vous dire, je vous disais que si un artiste vient me voir, si je dois savoir son problème, je dois savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème, comme question, pour ensuite pouvoir suivre. À la Cour suprême du Canada, je ne veux pas dire qu'ils sont imbéciles, mais pour nous, la Cour suprême, c'est du top. Mais le top nous a dit dans l'arrêt Théberge qu'il y avait au Canada une invention qui faisait qu'on pouvait soulever les encres du papier, laissant le papier libre, blanc, vierge. Je répète, on a une invention au Canada, nous dit la Cour suprême, on peut soulever les encres se soulèvent, et on peut les redéposer sur une toile. Évidemment, moi, comme juré, je me dis, la Cour suprême, s'ils disent ça, ils ont sûrement eu un expert quelconque. Je vais avoir un bon copain, un imprimeur d'art, 80 ans aujourd'hui, c'était pour moi un homme de confiance, il sait c'est quoi l'impression. Je lui dis, Pierre, est-ce que ça existe? Puis là, moi, je veux bien croire à la Cour suprême, c'est des grands sages. Est-ce que ça existe, des encres qui peuvent se soulever du papier? Là, il part, c'est un Français d'origine, un bon de la Côte-d'Or, là, puis il parle. C'est quoi ces imbéciles-là? L'encre pénètre le papier. Comment veux-tu décoller de l'encre en laissant du papier vierge? Donc, du papier vierge. Donc, Théberge, la décision de la Cour suprême se prononce en fonction de faux faits. Comment peut-on dire le bon droit si les faits de départ sont faux? De sorte que moi, tout ce que j'ai à dire de cet arrêt-là, qui est abominable, c'est qu'ils sont partis sur des faits qui sont faux. Et évidemment, quand j'enseignais, je disais qu'avant, j'avais beaucoup de respect pour la Cour suprême. Maintenant, quand j'ai un juge et 9 juges qui disent qu'un artiste ne doit pas faire trop d'argent et qu'on me dit ça sans aucune philosophie sous-tendue, sans aucune citation, alors que moi, à l'époque, j'enseignais aux étudiants qu'un juriste est un peu heureux. Quand il parle, c'est parce qu'il y a quelque part un petit lien qui lui permet de dire. C'est comme ça que le droit avance. Il y a une phrase, peut-être le juge d'avant, il n'a pas pensé à la phrase qu'elle voulait dire. Mais moi, comme auteur, j'ai pris des phrases de juges qui dataient de 20, 30, 50, 100 ans. Sans doute qu'ils ne savaient pas ce à quoi pouvait servir la phrase, mais quand même, j'ai utilisé une phrase. Mais quand le juge, je lis en 2004, la décision en premier, puis un artiste ne doit pas faire trop d'argent, c'est quoi la référence? Il n'y en a pas.
Le juge pense qu'un artiste ne doit pas faire trop d'argent et je me dis, mais où suis-je tombé? Et depuis 2004, donc, j'ai beaucoup de réticence à être servile avec la Cour suprême. J'espère bien que ce jugement-là était sur division. Non, non, il est toujours bon, il est toujours très valable. Là. Il est cité. Non, mais je veux dire, j'espère que sur les juges là, qui tenaient le banc, il y avait des dissidents. Non. C'est devenu la position unanime de la Cour suprême en 2015. Les 4 contre 3 sont maintenant unanimes. Je vais dire, I rest my case. D'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle technologie incroyable. Oui, on parlait de nouvelles technologies tout à l'heure de vieilles, en fait. Là, celle-là est vraiment nouvelle. Mais elle va sans doute exister un jour. Pas maintenant. Et la loi a été révisée en 2012 pour accentuer, si on veut, ce déséquilibre, cette vision que les auteurs gagnaient trop. Et donc, il y a un certain déséquilibre qui s'est installé. Et je dois vous dire que moi, personnellement, notre association, on a participé à des représentations devant des comités parlementaires pour essayer de faire corriger la loi, pour essayer de rétablir un certain équilibre par la voie législative, là, parce que s'il y a eu des dérapages au niveau des décisions de la Cour suprême, donc on essaie de rétablir la situation de façon législative. Alors, on y travaille. Mais je vous dirais qu'il y a peu de chances que le gouvernement, que la loi soit changée avant les prochaines élections. Puis, on peut faire un appel à tous aussi. Il y a un poste qui va être ouvert à la Cour suprême. Alors, on peut avoir des candidats aussi. Là, Pour moi? J'allais dire là-dessus, je dois être honnête, Trudeau, son gouvernement à l'heure actuelle, dans ses dernières modifications, je vous le dis, c'est récent, c'est dans le texte que je viens de soumettre à mon éditeur pour la nouvelle édition française, ils ont un principe qu'ils ont mis entre les mains de la Commission du droit d'auteur, qui est une commission qui vient arbitrer entre les droits de licence que chargent les sociétés de gestion à des utilisateurs. La Cour suprême avait dit à la Commission, vous devez prendre en considération l'équilibre et puis l'histoire de l'argent. Or, la loi, telle qu'adoptée maintenant, c'est un petit paragraphe de rien, vient dire que la Commission doit doit conserver en tête la juste valeur marchande du bien. Or, la juste valeur marchande du bien, c'est la règle pour tous les biens dans notre système capitaliste. On établit, si vous vendez votre maison pas chère à un ami, c'était quoi la juste valeur marchande du bien? C'est toujours ça, au niveau de l'impôt, dans tous les biens. Et maintenant, donc, on vient de nuancer la Cour suprême qui a dit qu'un auteur, il y a une espèce de droit en dessous. C'est à mot couvert, mais la Cour suprême, le gouvernement, qui a entendu beaucoup de représentations à travers le Canada là-dessus, peut-être qu'il a fait une petite modification, où ils ne s'en sont pas aperçus. Disons, je leur prête un peu d'intelligence. Ils s'en sont aperçus, ils ont modifié pour parler de juste valeur marchande. Peut-être qu'il y a une avancée, mais s'il y a une avancée, c'est parce qu'il y a un paquet de monde qui sont allés dire d'un comité parlementaire, d'un commission parlementaire, « Hey, pensez à nous autres! » Puis peut-être que ça a eu un effet volontaire. Pour commencer quelque part. Alors, pour conclure, notre question de départ était art numérique, où en est-on sur le terrain juridique? Alors, je pense qu'on est en pleine effervescence. Il y a beaucoup de questionnements, puis on va suivre ça de près. Je voudrais remercier Chromatique pour l'organisation de cette table ronde.